Bonjour à tous. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Olivier. Merci d'être venu parmi nous pour discuter de ce sujet brûlant qui est l'IA et le financement. Sujet que tu vois, je l'imagine, tous les jours en ce moment. Merci Mathieu, mon fidèle associé, toujours présent et toujours cette envie, cette motivation de parler des sujets tech. Alors, on va parler aujourd'hui financement, venture capital. On va parler aussi IA. Alors, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. On en parlait déjà il y a 6 mois sur la commoditisation de la tech. Donc, on a discuté de tout ça et on est ressorti avec pas mal de choses intéressantes. Et aujourd'hui, ce qu'on va amener sur la table, c'est le sujet du financement. Alors, aujourd'hui, le build coûte de moins en moins cher. C'est un sujet qui était, on va dire, en discussion il y a 6 mois, mais aujourd'hui, on peut véritablement le constater. Et Mathieu nous en parlera beaucoup plus. Donc, l'IA a changé l'économie du build. Donc, la question est simple. Si builder coûte 10 fois moins cher, quel est l'impact sur le capital risque ? C'est un sujet qu'on va aborder avec toi, Olivier, avec beaucoup d'intérêt. Donc, la question que je pose, évidemment, c'est est-ce que les VC financent un monde qui n'existe peut-être déjà plus ? Et si la tech n'est plus un avantage compétitif, qu'est-ce qui protège les startups aujourd'hui ? Donc, on ne va pas refaire les présentations. Je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui, évidemment, Olivier, si tu peux nous présenter TechMine, ce que vous faites, depuis combien de temps, les différents fonds que vous avez, les différentes thématiques d'investissement, ça peut être génial. Et puis, Mathieu, je te laisserai présenter ton activité de tous les jours avec Oness, que je connais bien, mais j'adore quand on parle. Écoute, ça me fait plaisir. Et voilà. et évidemment, on va aborder plein de sujets sur le build avec l'IA, qui est aussi un sujet brûlant aujourd'hui pour toutes les personnes de la tech. Donc, j'ai très hâte que tu nous en parles un peu plus. Je te laisse le micro. Olivier, présente-nous un peu de TechMine et les super perfs que vous avez aujourd'hui sur le marché. Ok, bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité parce que je pense que ça va être super intéressant de parler de ces sujets qui sont vraiment les sujets du moment. Quelques mots sur moi et sur TechMine. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai aussi une spécialisation en stratégie marketing et je travaille dans le digital depuis une bonne vingtaine d'années. Et notamment, j'ai monté une spin-off d'un groupe bancaire dans les paiements, une plateforme de paiement avec des API de paiement et une plateforme de wallet. Et j'ai commencé à travailler avec pas mal de startups que j'ai équipées de solutions de paiement. Et également, j'ai participé à pas mal d'opérations capitalistiques avec des startups pour le compte d'une banque. Et en 2018, avec mon associé David, on a décidé de créer TechMine. Alors l'intuition qu'on avait, c'est que on voyait passer pas mal d'investisseurs qui voulaient pas simplement mettre de l'argent dans les startups, mais qui voulaient aussi s'impliquer, faire profiter de leur expérience, de leurs connaissances à des entrepreneurs. Et donc on a décidé de faire les choses un peu différemment de ce qui existait sur le marché et de créer des modèles d'investissement qui permettent aux investisseurs d'être impliqués et qui permettent par la force des choses, aussi aux entrepreneurs de profiter de cette implication des investisseurs, donc profiter de l'expérience, de l'expertise des investisseurs. Donc aujourd'hui, TechMine, c'est 3 modèles d'investissement qu'on a déployés. Le premier modèle, c'est un modèle qu'on a appelé Venture Capital as a Service. Vous êtes investisseur et vous voulez créer votre propre stratégie d'investissement. Eh bien, nous, on va vous aider à développer cette stratégie et on va intervenir comme équipe de VC externalisée. Notre investisseur va rester maître de chaque décision d'investissement et il va rester en contact aussi avec les entrepreneurs qui va financer. Donc ça, c'est un modèle qui s'adresse à des grands business angels. Nos premiers clients, c'est des grands business angels français, des family office, quelques corporates aussi, qu'on accompagne sur la création d'une stratégie dédiée. Et parfois, on crée même le véhicule quand le véhicule d'investissement n'existe pas. Ça, c'était notre premier modèle. On a développé un deuxième modèle, c'est un modèle de club deal. Là, le fonctionnement, c'est que on identifie des sujets, des startups sur lesquels on a une très grosse conviction et on va le proposer à notre communauté d'investisseurs. Et ensuite, on va regrouper les investisseurs qui veulent investir et qui veulent s'impliquer et on va fournir aux entrepreneurs qu'on va financer l'expertise, la valeur ajoutée qu'ont apporter nos investisseurs sur les différentes thématiques sur lesquelles on a investi.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déployé depuis fin 2020, un peu plus d'une 40aine de lignes. Et désormais, on a 3 thématiques. On a une thématique généraliste sur la tech, donc on investit sur tous les secteurs, globalement du Précide à la Série A. On a développé une thématique sur l'alimentation durable. C'est une thèse que j'ai co-créée avec Emmanuel, qui est un ancien agriculteur, que j'ai accompagné dans le cadre du premier modèle. Donc, je l'ai aidé à développer sa propre stratégie d'investissement. Et puis ensuite, on a fait la thèse d'un club deal. Et puis, on a une troisième thèse, qui est plutôt une thèse géographique, c'est qu'on accompagne des sociétés, on investit dans les sociétés dans les pays émergents, donc Afrique et Moyen-Orient essentiellement, plutôt sur le sujet de fintech et de plateformes. Enfin, la troisième modèle, c'est que depuis l'année dernière, on a commencé à créer des fonds diversifiés avec une gouvernance collaborative. Donc là, le modèle, c'est on crée un véhicule et avec tous les associés du véhicule, on définit une stratégie d'investissement et on investit ensemble et chaque investisseur participe au choix des investissements qui vont être réalisés. Et là, on crée des portefeuilles qui sont très performants de manière collective. Voilà. Donc notre fil conducteur, c'est rendre les investisseurs impliqués dans leurs investissements dans le venture capital. Et pour vous donner quelques chiffres, donc au global, sur nos différents modèles, nous, on investit dans un peu plus de 160 boîtes. Le club deal, c'est 41 lignes, une seule perte pour le moment, quelques boîtes qui cartonnent, et globalement, des performances qui sont proches de 25% en théorie. Et puis, notre petit fonds, on a eu la chance, on a créé un premier petit fonds diversifié l'année dernière. Et on a vite fermé les souscriptions parce qu'il se trouve qu'il il a été vite performant parce qu'on a notamment une des sociétés dans lesquelles on investit qui cartonne. Et donc, on a un TRI qui est proche de 40% déjà sur ce fonds. Et là, on est en train de lancer le deuxième. On commence à avoir pas mal de demandes sur ce deuxième fonds. Ouais, c'est très très rare d'avoir des performances aussi fortes. Bravo. Merci. C'est impressionnant. Pourvu que c'est dur. Bien sûr. Super. Écoute, on a bien retenu tout ce que fait TechMind. Évidemment, si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à nous poser des questions directes sur TechMind. Mathieu, je te laisse le micro. Honest, l'IA, les sujets qu'on bosse tous les jours. Les sujets chauds. Ouais. Du coup, Honest, nous, on est une société de conseil avec 2 piliers forts. Le premier, c'est de faire de la tech qui sert le business, donc de se focaliser vraiment sur les problématiques business et de voir la tech comme une solution, et pas, comme un moyen et pas comme une fin. On a vu pas mal de sociétés qui font parfois de la tech, les équipes tech peuvent avoir un petit peu le biais de se dire que quand on a un marteau, tout est un clou, donc de mettre de la tech partout, et parfois on peut très bien résoudre des problèmes sans mettre de la tech. C'est une solution efficace, mais c'est pas la seule. Et c'est important de savoir à quel problème business on répond avec la solution tech. Et le deuxième pilier qui est important pour nous, c'est de faire de la tech qui soit de qualité. Et ce que nous, on met derrière ce mot, c'est de pouvoir avoir de la tech qui évolue, parce qu'on sait que quand on fait du business, on fait des hypothèses, on prend des paris, on prend des risques. Mais le marché évolue, les besoins évoluent. Les décisions qu'on a prises à un instant donné, elles étaient peut-être bonnes à ce moment-là, peut-être pas. En tout cas, il y a des choses qui se passent dans le temps. Et comment on fait pour faire évoluer notre active tech au même rythme que nos décisions business et de ne pas rester bloqué dans une situation particulière. Et de pouvoir avoir cette capacité à agir et à évoluer. Voilà, donc ça, c'est les sujets vraiment importants. L'IA, c'est finalement un étage supplémentaire à la fusée. Pour nous, on le voit comme une corde en plus à l'arc tech. C'est pareil, c'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des problèmes qui se résolvent très bien avec de l'IA, d'autres où c'est pas la solution. Et puis derrière le mot IA, on met plein de choses. Est-ce que je mets des agents dans les mains de mes équipes en interne pour gagner du temps, typiquement sur le service client, sur le support, des choses comme ça? Est-ce que je mets de l'IA dans les mains des techs pour construire plus vite, pour résoudre plus vite les problématiques, pour identifier un petit peu là où on doit aller et apporter des solutions plus rapides et gagner, comme tu le disais, Joachim, sur le build. Et on pourra revenir aussi de ce qu'on met derrière le mot build. Oui. On n'a pas tous la même définition, donc je pense que c'est important de redéfinir le terme sur la manière dont nous, on l'interprète. Et après, est-ce qu'on met de l'IA dans notre produit? Est-ce que c'est créateur de valeur pour les utilisateurs finaux? Je pense que c'est une question que pas mal de sociétés doivent se poser. On voit des grosses sociétés qui ont pris de l'IA et qui ont tartiné. Je prends un Notion, par exemple, où ils n'ont pas réfléchi plus que ça. Ils ont gardé la solution telle qu'ils l'avaient aujourd'hui, puis ils te mettent de l'IA pour te récapituler les pages et puis basta. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour leur produit? Est-ce qu'il faut redéfinir le produit une fois qu'on met de l'IA dedans? Un autre produit que les techs connaissent bien, c'est GitHub. Aujourd'hui,
GitHub, c'est pareil, on n'a pas changé le modèle de pensée, on fait les modifications de code et c'est un outil qui a été pensé pour interagir avec des humains. On a rajouté du copilot, des trucs comme ça pour faire de la revue de code, mais ils se sont pas posé la question de aujourd'hui, la réalité c'est plus demain, c'est aujourd'hui une majorité du code dans certaines entreprises est produit par des agents. Est-ce que le format de GitHub tel qu'il existe aujourd'hui est encore adapté pour travailler avec des agents ? Voilà. Et donc c'est des exemples sur des grosses boîtes, mais sur des plus petites sociétés, on peut aussi se poser la question de c'est quoi la bonne manière de mettre de l'IA dans notre produit. Et c'est pas forcément rajouter une fonctionnalité. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner justement sur ça. À un moment, tu disais, on va en reparler du build. Mais en gros, concrètement, une équipe tech d'une startup en 2025 versus fin 2025, début 2026. Ouais, j'ai envie de dire plutôt on est premier bien trimestre. 2026, là. Premier trimestre 2026, surtout avec Claude Code. En fait, ça ressemble à quoi ? C'est quoi la différence finalement entre une équipe tech il y a 4 ans et une équipe tech aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'on peut même se dire entre une équipe tech il y a 6-9 mois et une équipe tech aujourd'hui. Enfin, les choses évoluent tellement vite. On a fait une petite étude chez Ones. En 15 mois, on a plus d'une trentaine de modèles dits fondationnels, donc des modèles avec des performances significativement plus élevées que les précédents qui sont sortis. Donc on a une accélération exponentielle en fait de la capacité de production des modèles. Aujourd'hui, on se rend compte que écrire du code, c'est un bon cas d'usage, parce que les modèles de LLM, grosso modo, si on dézoome, ça fait quoi ? C'est une espèce de générateur de texte un peu intelligent, si on doit le résumer de manière un petit peu basique. Et écrire du code, c'est écrire du texte de manière intelligente. Et ça marche très bien pour ce type de cas d'usage. La différence qu'on voit entre, en gros, on va dire début 2026 par rapport à début 2025, c'est qu'on a eu vraiment un saut de qualité vers la fin de l'année et on a eu un saut dans les pratiques aussi. Parce que jusqu'à maintenant, on utilisait l'IA pour faire du code dans du cursor, des trucs comme ça, où c'était... En fait, on avait des développeurs augmentés à l'IA. Donc, le développeur restait complètement en maîtrise d'écrire le code et... pour faire simple, c'était des snippets intelligents, donc de la complétion de lignes où il disait voilà, ma fonction elle s'appelle comme ça, écris-moi le code à l'intérieur. Mais l'IA avait un petit effet d'accélérateur, c'était finalement pas grand-chose. Enfin, c'était intéressant, mais ça reste marginal. Aujourd'hui, on voit des sociétés qui sont capables de produire intégralement le code avec l'IA et le rôle du développeur change complètement. On n'est plus dans la personne qui pense le code et qui réfléchit l'application. On est dans la personne qui réfléchit les problèmes auxquels l'application doit répondre et réfléchit le processus de production avec le code. Et cadre finalement le processus de production avec l'IA, et cadre comment les agents doivent travailler pour partir du problème, pour apporter la bonne solution avec le niveau de qualité attendu pour un produit industriel, parce que quand on fabrique un produit, un SaaS ou peu importe, l'idée c'est quand même de le vendre à des clients, donc on a quand même des notions de qualité, de sécurité qui se posent. Et en fait, on déplace finalement la lentille de réflexion du développeur qui était avant vraiment dans le détail de l'implémentation et qui aujourd'hui prend plus un rôle d'architecte ou vraiment d'ingénieur, de se dire « Ok, c'est quoi mon problème ? C'est quoi le niveau de qualité que j'ai d'attendu sur ma solution finale ? Et comment je construis un processus qui va me permettre d'aller du problème à la solution avec ce niveau de qualité ?» Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et tu parles du niveau de qualité parce que je sais qu'il y a énormément de batailles sur ça. C'est-à-dire que certains disent que ce qui est réalisé par la machine n'est pas qualitatif. J'ai l'impression que tu réponds exactement le contraire à ces détracteurs. Pour moi, en fait, si on rentre vraiment dans le détail d'implémentation, aujourd'hui, le code qui est écrit par les machines est pour certains modulo, les langages, etc., parce qu'on sait que les LLM apprennent sur l'existant. Donc les langages qui sont les plus populaires aujourd'hui sont les langages dans lesquels les LLM les agents de code sont les plus performants. Donc Python, TypeScript, des trucs qu'on retrouve assez fréquemment finalement dans le marché, sont les langages sur lesquels c'est le plus performant. Mais la qualité du code qui est produit par ces outils est franchement supérieure à ce qu'on peut voir côté développeur en moyenne. Après, la problématique est quand même une problématique globalement de framework, de cadre. Et si on a un cadre de développement où on se posait déjà pas trop la question de la qualité au global, de est-ce que j'ai un service qui va tomber quand je mets en prod, est-ce que je monitore, etc., l'IA va pas répondre à ce problème-là. Il faut quand même qu'on ait une base technique, en tout cas une philosophie de base technique, qui soit suffisamment bonne pour qu'après on puisse utiliser ces outils correctement. Oui, bien sûr. On en reparlera un peu tout à l'heure aussi. Le métier du développeur se déplace un peu en fait sur la chaîne et on en reparlera. Là, je vais plutôt m'adresser à toi, Olivier. J'imagine que tu constates aussi un peu la même chose de ton côté.
comme tous les dossiers que tu vois et toutes les boîtes qui cherchent à lever des fonds. Est-ce que, enfin, voilà, le post-tech est en train de s'effondrer un peu dans le PNL. On est en train de le constater. Alors, on est en pleine transition en ce moment. Comment se déplace finalement le budget et qu'est-ce que ça change fondamentalement pour vous en tant que financeur, quoi. Est-ce que finalement vous allez diviser votre ticket par 5 ou est-ce que vous allez financer d'autres choses? Comment tu sens les choses aujourd'hui sur le marché? Ça fait beaucoup de questions. Non, mais c'est ton ressenti surtout en fait qui est intéressant. Alors, pour vous donner un peu, en tout cas, parce que la manière dont je sens les choses. Bon, déjà, il y a le deal flow. Donc, nous, on reçoit, on regarde entre 300 et 500 nouvelles boîtes par mois à peu près. Là-dedans, il y a beaucoup d'IA. Alors, je n'aurai pas le chiffre exact, à mon avis, c'est au moins 80 ou 90% de projets qui sont sur l'IA. Et y compris sur des sujets qui peuvent paraître un peu éloignés de l'IA. Nous, on a une grosse thèse sur la partie alimentation, on investit beaucoup dans la santé. Bon, il y a beaucoup de sujets IA maintenant, y compris sur ces thèmes-là. Donc ça, c'est le premier constat. Je pense que dans le deal flow, moi, ce que je constate, c'est que c'est un peu fini les projets qu'on va recevoir où les équipes vont venir demander 2 millions d'euros pour construire un MVP, quoi. Donc ça, c'est fini. Donc, en fait, le produit, il est déjà là. Il n'y a plus de barrière à l'entrée sur la partie développement de produits. Et à la rigueur, je dirais même, c'est une équipe qui arrive et qui n'a pas encore son produit, c'est limite un mauvais signal, quoi. Ouais. Donc, bon, les produits, ils sont déjà là. Et ensuite, c'est d'autres problèmes qui se posent et pour lesquels, potentiellement, la start-up elle va venir chercher des fonds. C'est accéder à un marché, c'est recruter les commerciaux, c'est aller à l'international, etc. Et c'est là-dessus qu'on va plutôt avoir le focus. Donc ça, c'est la partie deal flow. Donc ça a fondamentalement changé. Il y a l'IA partout. Et il y a des équipes qui sont beaucoup plus matures. Et je pense que les cycles, je pense qu'on va en reparler aussi, mais à mon avis, les cycles de financement se raccourcissent de manière assez phénoménale. Deuxième sentiment, c'est plutôt sur les sociétés de notre portefeuille. Donc nous on accompagne donc pas mal de sociétés. Moi je dois être à titre personnel, je dois être au bord d'une dizaine de boîtes. Et je pense qu'il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Bon, déjà, je pense que toutes les sociétés utilisent l'IA, hein, c'est une évidence, quel que soit le secteur d'activité. Il n'y a pas d'exception et c'est normal. On va aller chercher des gains de productivité, on va faire plus avec moins, etc. Donc ça, je veux dire qu'il y a déjà de la valeur incrémentale qui est en train d'être activée grâce à l'IA. Et puis, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure du jour des boards, eh bien, maintenant, il y a un sujet IA où les équipes commencent à réfléchir à une organisation IA native. Oui. C'est j'ai une organisation à date, mais comment je peux optimiser mon organisation en pensant vraiment à l'organisation autour de l'IA. Et là, c'est des gains de productivité qui peuvent être très élevés. C'est une équipe qui peut être divisée par 2, 3, 4. Oui. Et donc, ce que je constate, c'est que les simulations sont en train d'être faites. C'est que c'est dans la tête un peu de tout le monde. Et en se disant, comment je peux vraiment repenser mon organisation avec l'IA. Et ça ne veut pas dire que tout le monde a déjà appuyé sur le bouton. Et là, moi, j'ai des exemples concrets, certaines sociétés où il y a vraiment des scénarios qui sont posés. Et voilà, le plan n'est pas encore activé, mais ensuite, il y a une décision qui va être prise. Est-ce que j'active ou pas j'active le plan? Mais c'est hyper intéressant. Ça me permet de rebondir sur un peu la prochaine thématique. C'est que tu parles donc des boîtes du portefeuille qui s'organisent pour intégrer de l'IA, aller chercher de l'efficience. C'est extrêmement bien. Donc, elles ne le font pas nativement, donc il y a quand même un certain temps de transformation. Quand tu vas financer, ou un autre VC va financer une boîte qui nativement est déjà intégrée avec de l'IA, finalement, où est-ce que sont les barrières? Parce qu'on a l'impression que, un peu avec l'IA et la tech, aujourd'hui, il n'y a plus de barrières à l'entrée. Et donc, une boîte en portefeuille peut potentiellement se faire doubler par une société qui est sortie 6 mois avant. Donc voilà, quels sont comment tu réfléchis à ces sujets-là? Parce que c'est véritablement en train de casser un peu tout ce qu'on avait connu sur les 15-20 dernières années. En termes d'équation économique, quoi. En fait, je pense qu'il y avait déjà un mouvement qui avait commencé à être pris parce qu'il y avait déjà un contexte macroéconomique avec la hausse des taux,
Donc 2022, la Fed qui relève ses taux, qui est suivi ensuite par la BCE quelques mois après. Et donc, on avait déjà des sociétés, déjà un contexte plus difficile en termes de financement. Et nous, on a la chance d'avoir dans le portefeuille plusieurs sociétés qui avaient déjà pris le pli et qui se disaient déjà, moi, j'ai envie de faire une boîte rentable et je veux plus forcément être dépendant des prochaines levées de fonds. Donc déjà, alors il y avait peut-être un peu d'IA, mais c'était pas vraiment des sociétés IA natives. Mais on a plusieurs exemples dans notre portefeuille de sociétés avec des trajectoires qui sont exceptionnelles parce que rapidement, elles se sont mises sur une trajectoire où elles font beaucoup avec peu, une grosse maîtrise de leurs ressources. Donc, notamment, j'ai en tête une société qui est vraiment dans le logiciel, une grosse scale très, très rapide, petite équipe de moins d'une vingtaine de personnes, et puis une autre société plutôt sur la partie logistique avec une énorme capacité d'exécution. Et ça, c'était pas forcément uniquement sur l'IA, c'était parce que, justement, il y avait un contexte macro qui fait que les sociétés veulent plus forcément être dépendantes des levées de fonds. Et l'IA, finalement, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur qui est phénoménal, mais finalement, c'est un peu la deuxième phase qui va permettre de voir des sociétés qui vont faire encore plus avec moi. Donc, ce qui veut dire que le montant levé n'est plus forcément un critère pour les sociétés. Et maintenant, avec l'IA, finalement, la question, c'est où sont les barrières à l'entrée, ce que tu disais. Et clairement, elles sont plus sur le développement du produit. Elles sont à aller chercher ailleurs. Elles sont sur l'accès au marché. Elles sont sur la data aussi. Elles sont sur du réglementaire, quand tu es sur un sujet réglementé. Aller chercher un réglementaire. Et c'est ça, finalement, qu'on va financer. Ok. Je pense que Mathieu, je vais rebondir là-dessus. J'ai envie de rebondir sur la tech. C'est intéressant, mais moi, je suis complètement aligné avec ça. Et ce que tu disais, l'IA, c'est un accélérateur. Je constate la même chose, mais c'est un accélérateur dans les deux sens. C'est-à-dire que les sociétés qui sont bien organisées, qui ont les bonnes fondations solides, ça les aide à aller beaucoup plus vite dans une direction bien meilleure. Par contre, toutes les faiblesses organisationnelles qu'on peut avoir, c'est un accélérateur aussi de génération de bruit. Et toutes les petites failles, ça va rentrer dedans à fond et ça va les écarter au maximum. Donc, il y a un vrai sujet entre les sociétés qui sont par construction IA native, les sociétés qui sont très récentes et qui ont intégré ça dans leur modèle et qui se sont construits autour, et les sociétés qui évoluent, où c'est une évolution au changement classique, finalement. En fait, faut vraiment le voir. On parle beaucoup IA, mais c'est un outil, comme on en a pu en voir par le passé. Il y a eu une grosse vague de digitalisation par le passé, on a les mêmes problématiques. Si tu as des processus qui sont clairs, des responsabilités qui sont claires, c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Donc il y a un vrai sujet là-dessus qui est hyper intéressant. Et nous, on le constate aussi dans les sociétés avec qui on travaille. En général, les sociétés les plus petites sont celles qui sont les plus à même de changer rapidement, parce que l'accompagnement au changement, il est simple finalement. Quand tu as une équipe de 5 personnes, faire changer les mentalités, les modes de fonctionnement de 5 personnes, ça se fait bien. Tu peux les prendre en individuel et vraiment faire du sur-mesure. Quand tu as une organisation de 50 ou 100 personnes, c'est beaucoup plus compliqué de changer les processus, de changer les mentalités. Il y a une question de culture de boîte, etc. Donc, c'est marrant, on voit les petites sociétés tirer leur épingle du jeu aujourd'hui sur ça. Et il y a un autre truc auquel je pense, moi je trouve que en fait, on arrive enfin dans l'ère industrielle pour le développement logiciel. Pour moi, on était jusqu'à maintenant dans une ère artisanale, parfois une ère artisanale à l'échelle où tu avais 100 ou 200 personnes qui travaillaient côte à côte, mais ça restait de l'artisanat, où on fait de la petite couture, etc. C'est très bien, mais en fait, on n'était pas dans la même logique industrielle que ce qu'on peut voir dans la production de biens de consommation. Et aujourd'hui, on passe dans les mêmes logiques de production de biens de consommation. Et finalement, la chaîne de production est plus vraiment l'enjeu. L'enjeu se déplace ailleurs. Si on prend l'exemple de Nike, qui est un truc connu de tout le monde, on sait que Nike, ils outsourcent une grosse partie de la production parce que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, et justement, leur barrière à l'entrée, c'est sur leur marque, sur les athlètes qui sont capables de signer, sur leur capacité à designer des nouveaux produits, à être innovants. Mais finalement, la capacité d'exécution, vraiment dans la construction de leurs produits, c'est plus là où est la problématique. Et en fait, on arrive dans le même type de raisonnement sur finalement une industrie qui est plus dans la compétence intellectuelle, qui est le développement logiciel. Ok. Alors j'ai une question de Christophe, qui nous pose une question en ligne.
qui dit ce que j'observe sur le terrain, c'est un déficit massif d'acculturation au niveau des conseils d'administration. On est encore dans une phase de fantasme et de non-maîtrise du sujet. Qu'est-ce que vous constatez de votre côté ? Alors, j'imagine, on peut en parler des deux côtés, parce que Mathieu aussi voit pas mal de conseils d'administration. T'en penses quoi, toi, Olivier ? Alors, j'imagine qu'il s'agit de l'acculturation sur l'IA dans les conseils d'administration. En fait, je pense que le mouvement, il est quand même assez récent. C'est-à-dire que ce que je dis, moi, c'est depuis le début de l'année qu'on commence à avoir vraiment un sujet à l'ordre du jour autour de l'IA. Donc, en fait, le mouvement, il a été hyper rapide. Claude Code, c'est ce que tu disais, ça a vraiment émergé fin l'année dernière, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça commence à s'installer de fin. Claude Code, on commençait à en entendre beaucoup parler l'année dernière, mais la bascule, elle s'est faite à l'automne. Grosso modo, c'est le moment où vraiment on voit une accélération. Et moi, ce que je constate, c'est on va dire depuis le début de l'année, peut-être un petit peu avant, que j'ai des entrepreneurs qui me disent, regarde, là, ça y est. Alors, je suis plus juste à utiliser un LLM comme ça. Je vais utiliser Cowork. Je vais commencer à optimiser mes processus, etc. Donc, on est quand même dans un mouvement assez récent. Mais là où je rejoins Christophe, c'est qu'en effet, les administrateurs vont devoir s'adapter et probablement ils sont. Et oui, il faut qu'ils aillent un peu plus vite et voilà, ils sont peut-être pas tous au niveau. Et je pense que ça repose aussi la question de la mission du board, parce que pour moi la mission du board, elle est en train d'être totale. Enfin, il faut la repenser. Ouais. Il faut la repenser parce qu'en fait, un entrepreneur maintenant avec les outils, avec les IA, il peut déjà avoir plein de bons conseils, il peut déjà prendre des décisions, il peut faire ses analyses marché, il peut faire plein de choses. Donc ça déplace pour moi totalement la mission du board telle qu'on l'avait avant. Alors il y a toujours une mission de contrôle. Les administrateurs ils vont contrôler la société, ça ils pourront continuer à le faire. Mais sur la mission d'aider les sociétés à prendre les bonnes décisions, à comprendre le marché, à analyser les situations et prendre les bonnes décisions. Moi parfois je me dis mais attends, finalement les sociétés elles n'ont plus besoin de nous quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment repenser le rôle du board. T'en penses quoi, toi ? Oui, mais je rebondis peut-être en deux points. Le premier, c'est effectivement sur le côté fantasme dont parle Christophe. Effectivement, on constate ça. En fait, bon, il y a plusieurs trucs. C'est que la communication de ChatGPT et autres a été, en gros, vous nous branchez sur votre organisation et pouf, ça marche, c'est magique. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est pas si magique que ça. Il y a un travail à faire, il y a un cadre à mettre en place, ça prend du temps. Et voilà, c'est la même chose qu'on disait juste avant. Si tu démarres naturellement avec ces outils-là, et ben ton organisation, elle se structure autour, ça va assez vite, t'en tires les bénéfices rapidement. Sur une organisation existante, c'est un peu moins simple. Il y a du changement à pas mal de niveaux qu'il faut penser. Et ça, aujourd'hui, c'est pas vraiment la communication que ces outils-là ont eu, parce que naturellement, ça avait un certain intérêt à dire que c'était un truc plug and play. Ça l'est pas tant que ça, finalement. Et ça nécessite une réflexion qui est finalement dans l'abstraction de qu'est-ce que fait ma boîte, quels sont mes processus, quels sont les objectifs de chacun de mes processus. Donc c'est une réflexion qui est assez complexe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est, mais même au niveau du conseil d'administration, mais tu peux le mettre un petit peu dans toutes les directions de la société, c'est qu'est-ce que les gens ont comme différenciation par rapport à la machine et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter que la machine ne peut pas apporter. Et aujourd'hui, typiquement, pour moi, le côté, les boards ou même les entrepreneurs, un truc que la machine n'a pas, c'est le réseau, les relations humaines. Je pense que ça va remettre beaucoup l'accent sur les gens qui sont capables d'avoir un bon contact humain et d'être proches de leurs clients, leurs fournisseurs. Voilà, d'avoir une existence dans un réseau social physique. En fait, ça déplace vraiment de ce côté-là la barrière, parce que la partie réflexion, mise en place structuration de la réflexion, pitch commercial, etc., effectivement, on peut très bien le faire avec les machines et elles le font très très bien. Mais finalement, la question, c'est est-ce qu'un entrepreneur peut finalement confier, peut se satisfaire finalement de l'aide d'une IA pour prendre l'ensemble de décisions, et à quel moment il a besoin aussi d'avoir des humains qui vont valider ces décisions, quoi. Ouais. Au-delà de l'aspect purement juridique, parce que dans les pactes, il y a des décisions qui sont soumises au vote du board. Donc ça laisse finalement, c'est une manière pour les administrateurs de conserver du pouvoir. Mais finalement, fondamentalement, est-ce qu'il y a
des décisions qui pourraient être... est-ce qu'il y a des décisions qui nécessiteraient réellement un humain en support de l'entrepreneur? Parce que finalement, tu prends une IA et puis voilà, tu vas pouvoir prendre les meilleures décisions, quoi. Bien sûr. Mais ce côté fantasme, je peux le comprendre aussi parce qu'on est peut-être aussi, typiquement peut-être un peu biaisé par la tech où on a des résultats qui sont quand même très très bons sur certains use cases. C'est moins le cas dans certaines organisations où voilà, il y a pas mal de POC ou pas mal de travaux qui sont réalisés, mais pas avec forcément beaucoup de résultats aujourd'hui. Oui. Donc on peut comprendre voilà, la question de Christophe sur ces sujets-là où on est plus lors du fantasme parce que pour l'instant, on a l'impression que ça ne s'est pas intégré véritablement dans la façon de travailler des gens sur des organisations assez importantes. Voilà. La tech étant un use case parmi d'autres. Et puis peut-être pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a deux sujets. C'est l'une des premières technos d'entreprise où leur modèle d'entrée finalement sur le marché, ça a été par le B2C, sur des cas assez simples de trajet en avion, recettes de cuisine, etc. Donc des choses où les données sont assez ouvertes publiquement et c'est facile d'entraîner des modèles dessus. Les entreprises, en général, elles travaillent quand même sur des verticales assez spécialisées. On en voit parmi nos clients des sociétés industrielles ou des choses comme ça qui ont de la connaissance métier qui n'est pas dans des bases ouvertes. Là, d'un seul coup, les outils sont beaucoup moins performants. Et des agents qui vont aller aider les commerciaux à avoir le bon pitch commercial sur une verticale qui est très spécialisée, bah là, ça marche beaucoup moins bien qu'une vision plus globale de c'est quoi la manière dont je devrais coder mon truc, parce que ça, il y a beaucoup d'exemples open source où fais-moi une stratégie marketing pour diffuser du contenu sur LinkedIn. Oui. J'ai une petite question pour toi, Olivier, quand même. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Tu disais que le produit, la tech, fait plus forcément la différence, et même, ça peut être un sujet. Si tu as des gens qui viennent t'amener un dossier et qu'ils n'ont toujours pas fait le produit, c'est peut-être un red flag pour toi. Mais aujourd'hui, quel est le signal ou les signaux d'une boîte, voilà, en tant qu'investisseur, quand tu vois quelque chose, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une boîte intéressante? La secret sauce. C'est quoi la secret sauce de TechMind, si tu as envie d'en parler, évidemment? En fait, les VC vont toujours essayer de trouver des barrières à l'entrée. Oui. Parce que c'est ça qui fait que la longévité des boîtes, et qu'aujourd'hui, les positions peuvent vite être très challengées. Donc, les barrières à l'entrée, on ne va plus les regarder sur le produit et sur le code. Mm-hmm. On va, comme je le disais précédemment, on va regarder si la société a, par exemple, un dataset propriétaire. On va regarder si elle a réussi à avoir une position intéressante sur le marché et qu'elle peut défendre dans la durée. On va regarder s'il y a des barrières réglementaires. Et puis, in fine, on va quand même miser sur les équipes. Et miser sur les équipes qui ont besoin d'être encore plus agiles qu'avant. Parce qu'il faut savoir naviguer dans un marché qui bouge tout le temps, et à la fois en termes d'outils et puis en termes de position concurrentielle, parce que tous les jours tu peux avoir des nouveaux concurrents qui arrivent sur ton marché, et puis il faut s'adapter, en fait il faut surtout profiter de toutes les nouvelles opportunités qui sont offertes par tous les outils qui arrivent. Donc c'est ça, tu vois, en fait les VC ont toujours financé les meilleures équipes. Mais cette thèse, elle est en train de se renforcer, quoi. Oui, bien sûr. Effectivement. Alors, moi, j'ai une question un peu personnelle sur ça, parce que ça m'intéresse évidemment de mon passé aussi dans l'investissement. Mais est-ce que tu vois plus de first-time funders aujourd'hui, ou est-ce que comment sont ces équipes fondatrices? Est-ce que c'est plutôt est-ce qu'il y a une trend aujourd'hui? Est-ce que tu vois des choses? C'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense que il y a plus de tabou sur les montants levés. C'est-à-dire qu'avant, le marché, il était très normé. Alors, pré-seed, seed, série A, et puis en fonction du stade de maturité, tu levais 1 million, 2 millions, puis après, tu levais entre 5 et 10, etc. Alors là, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de règles. Forcément, il n'y a plus de règles. Parce que tu peux faire une super boîte à 2, à 3. Hein. Comment s'appelle cette boîte? GenSpark. GenSpark, 300 millions de levées, 5 personnes, valorisation 1,6 milliard. Bon, alors, c'est que des anciens de Microsoft, Bing, Google, Meta, etc. Donc, il n'y a plus de notion du montant levé, il n'y a plus de notion de taille de l'équipe. À nous, ça nous va bien. Nous, on est une petite équipe. On a toujours été une petite équipe VC, parce qu'on est quelques personnes et on gère pas mal de lignes.
Et on a toujours défendu cet aspect petite équipe super agile qui peut faire pas mal de choses. Et donc nous, ça nous va bien. Hein. Moi, quand les gens me demandaient « Vous êtes combien chez Techman ?» Ils s'entendaient que je leur dise « On est 30, on est 40. » Non, on n'est pas 30, on est 40, on est 4, on est 5 et on fait quand même pas mal de choses. Donc finalement, ça valide aussi cette thèse-là parce que l'IA permet ça. Donc on voit des petites équipes. En fait, la taille de l'équipe, c'est plus un critère, tout simplement. Et la taille du montant levé, c'est plus du tout un critère. Simplement, on va essayer de comprendre pourquoi la société lève de l'argent. C'est pas mécanique parce que tu as atteint tel stade de maturité que tu vas lever de l'argent. Tu vas lever de l'argent pour des raisons très précises. Ouais. Et pas pour financer le développement d'un produit. Enfin, moins pour financer le développement d'un produit, mais surtout pour accéder au marché, pour aller à l'international, pour aller chercher un agrément, etc. Ok. J'ai une question de Sarah. Peut-on considérer qu'on bascule d'un modèle dominé par le développement produit tech vers un modèle inversé où les efforts financiers sont reroutés majoritairement vers les levées de croissance, donc commercial, marketing, partenariat, ou est-ce que c'est un peu trop prématuré à ce stade, ou est-ce que en gros, globalement, est-ce que tu sens ça déjà arriver fortement ? Tu viens de le dire un peu, hein, mais est-ce que tu clairement. Clairement, ce qu'on voit, c'est que les sociétés ont moins besoin d'équipes produits et d'équipes tech, et donc les ressources sont beaucoup plus en front, ressources commerciales, là où il y a de l'humain, ce que tu disais Mathieu, là où il y a de l'humain et qu'on va avoir un petit peu de mal à remplacer par de la tech pour l'instant, plutôt des ressources commerciales, des ressources plutôt orientées clients, très clairement, et c'est plutôt ça qu'on va financer. Ouais, ok. Donc on est déjà dedans, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant quoi. Alors après, quand même intéressant de. Je pense que le marché, c'est un peu un marché à deux vitesses. Un marché à deux vitesses parce que tu as aussi des boîtes qui nécessitent structurellement beaucoup de moyens. Et là, tu vas financer de la tech. Ouais. Donc les grands modèles, quand tu crées vraiment un modèle de fondation... C'est de l'infra, quoi. Voilà. Quand tu crées de l'infra, tu vas créer des puces pour l'inférence. Bon, là, tu as besoin beaucoup de moyens. Donc là, il y aura toujours besoin de l'argent des VC et qui va financer des équipes tech, très clairement, ou de l'infrastructure. Et à côté de ça, tu as quand même beaucoup de boîtes qui vont surtout avoir besoin de financer le go-to-market. Ok. Alors, j'ai quelques questions qui viennent d'arriver. Alors, question de David. N'y a-t-il pas un enjeu d'investissement tech en phase de scaling pour y intégrer les enjeux des nouvelles architectures, par opposition au biais des IA, qui est de refaire des patterns connus de sécurité, de réglementation, définir le niveau de risque acceptable, mais aussi sur le risque de dépendance vis-à-vis de Digital Factories IA lié au problème de souveraineté. C'est un sujet pour toi, ça. Waouh. C'est une bonne question. Wow. Merci David. Attends, j'ai oublié le début de la question. Non, alors est-ce que c'est un problème de scale ? Ça dépend ce qu'on met dans le scale. En fait, est-ce que j'ai pas. Désolé David, j'ai pas une réponse en oui ou en non. La réponse va être plus longue que la question. Ça dépend. En fait, si tu as un produit où servir 10 clients et 200 clients, ça change rien aux fondations de ton produit. Est-ce que c'est une problématique ? La question des architectures, est-ce qu'elle se pose vraiment ? Franchement, moi, je suis pas sûr, pour le coup. Après, la question qui est posée sous-jacente, c'est la question de la qualité qu'on se posait tout à l'heure, à laquelle on a répondu tout à l'heure. C'est, de base, j'ai besoin d'avoir une qualité de service, j'ai besoin d'avoir une sécurité. Voilà. Mais ça, je peux le mettre dans ma Digital Factory ou mon AI Factory. Il y a une autre question qui est la question... Alors, la souveraineté au sens large, c'est à quel point on est dépendant d'un système de production plutôt qu'un autre. Ça, c'est un vrai gros sujet. Je sais que typiquement, chez Honest, on travaille beaucoup avec Claude. Et personnellement, ça fait 3-4 semaines que Claude, j'ai des grosses problématiques de disponibilité, j'ai des problématiques de qualité de ce qui est sorti. On n'a pas la main sur le moteur sous-jacent qui produit le code. Donc ça, c'est une problématique. Et on rebascule sur Codex ou sur d'autres modèles. Donc effectivement, il y a une question de construire un outil de production qui soit un peu indépendant du moteur qui est en dessous et que les moteurs bougent. Enfin, à un moment, c'était Codex qui était nul, on va se le dire très concrètement, où vraiment, ça répondait vraiment pas bien. Après, c'était Claude qui a pris le pas, qui était meilleur. Maintenant, Claude est moins bien, Codex est derrière. Donc, effectivement, construire une usine où on peut changer le moteur à la volée, ça, c'est un point important. Ça nécessite des ressources, c'est sûr. Mais
Est-ce que ça en nécessite plus quand je sers 10 clients ou quand j'en sers 100 ? Je suis pas sûr. La question va plutôt être, est-ce que, d'un point de vue problématique business, servir 10 clients ou 100 clients, ça change les problématiques. J'ai besoin d'être plus fin sur les edge cases, j'ai besoin d'être plus fin sur certains sujets de mes clients, et du coup, j'ai besoin de produire plus de choses. Là, potentiellement, il y a un petit effet de taille de l'équipe. Mais comme tu le disais, Olivier, pour moi, c'est pas forcément sur la production du code, ça va être sur la partie humaine et du coup sur la partie analyse de c'est quoi le problème de mon client, c'est quoi la bonne solution. Donc finalement, ça va plutôt être un rôle produit ou le rôle qu'on voit apparaître en ce moment qui est product engineer, où on a quelqu'un qui est capable de comprendre les problématiques produits, les prioriser et de travailler avec le système de production pour apporter une solution. Donc voilà, je pense que le sujet, il est pas vraiment sur le scale. Par contre, effectivement, être indépendant du système est hyper important. Et on voit que les modèles open source sur le marché sont très très bons. Et ils ont, ce qu'on constate, c'est entre 6 mois et 1 an de retard par rapport aux modèles fermés. Donc en fait, d'ici 6 mois, 1 an, on pourra avoir des modèles open source complètement indépendants de cloud ou autres, qu'on peut faire tourner, alors, soit sur des machines en local, ils seront un peu moins performants, ou sur des serveurs sur lesquels on a la main. Donc je pense que cette dépendance à des outils tiers, elle est transitoire. Voilà, okay. C'est vraiment ma sensation aujourd'hui. Ok, merci. On reprendra ce débat avec David plus tard. Oui. Ouais, la réponse en 10 minutes. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, Olivier, qui est un sujet du marché aujourd'hui VC en France. On a vu des fonds qui ont déployé sur des valos quand même un peu faux-folles, on peut le dire, hein, entre 2020 et entre 2018 et 2022. On a le sentiment, en tout cas des discussions qu'on a pu avoir avec d'autres acteurs, c'est que certains fonds n'arrivent pas à relever. Comment tu vois en fait le marché évoluer dans les 3 prochaines années ? Comment tu le sens, toi ? Vaste sujet, j'imagine. Je savais que tu allais me refaire le coup de la polarisation du marché. Exactement. Alors, si on regarde le marché, si on regarde ce qui s'est passé sur le marché depuis le début de l'année, par exemple, au niveau mondial, on a battu le record de levée de fonds. C'est plus de 280 milliards. Et quand on regarde les boîtes qui ont le plus levé, alors la première, je crois que c'est OpenAI qui a dû lever 120, donc ça fait déjà 40%. Et on prend les 10 premières, il n'y a quasiment que des boîtes d'AI, alors peut-être à une exception près, et on est peut-être à quasiment les 2 tiers du marché. Okay. Donc, vous voyez un peu donc là, je pense qu'on peut quand même continuer de parler de polarisation, et probablement elle est encore plus forte. Donc, il y a beaucoup d'argent sur des sujets un peu fondamentaux sur l'IA qui nécessitent beaucoup d'investissement. On va acheter de la puissance, on va financer la puissance de calcul. Et donc, grosse polarisation de ce côté-là. Et puis à côté de ça, il y a un marché qui est... on a un marché qui est le marché des trades de l'early stage qui marche encore pas mal, en tout cas qui est assez dynamique, et avec des sociétés qui n'ont pas forcément besoin de lever beaucoup d'argent sur la durée. Bon, alors tout ça remet en cause quand même pas mal de choses sur le sujet du venture capital, sur le marché du venture capital. Alors, les fonds, comment ils peuvent opérer dans ce marché-là ? Je pense qu'on a d'une part ceux qui vont avoir vraiment les capacités de financer les gros, et avec une logique très exponentielle, parce que maintenant, ce qui est intéressant avec les gros acteurs de l'IA, c'est qu'on va avoir des trajectoires exponentielles, mais sur la durée, quoi. Parce que, en fait, c'est la puissance qui amène, finalement, qui t'amène à avoir un produit qui est encore meilleur, qui t'amène à avoir plus d'utilisateurs, plus de data, plus d'utilisateurs, et donc avec des revenus qui peuvent grimper de manière exponentielle. Si on regarde les revenus anthropiques, c'est quand même assez incroyable. Donc, on a cette partie-là. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Et donc pour le marché, tu as des fonds. Tu as des fonds, je pense, qui sont en capacité de financer ces boîtes-là, mais c'est plutôt les énormes fonds qui ont beaucoup de capacité. Tu as les fonds qui sont très agiles, qui vont pouvoir financer leur early stage, et puis tu as les fonds, et puis ensuite tu as le milieu. Et le milieu, ça va être plus compliqué.
Alors, on peut dire qu'en plus, il y a pas mal de fonds, en effet, qui ne sont pas aidés parce que qui subissent un peu l'effet conjoncturel. Ouais. Comme il y a eu beaucoup de grosses levées post-Covid, donc les grosses années, ça a été fin 2020, 2021, 2022. Avant la remontée des taux, beaucoup de grosses levées, des valos qui étaient quand même assez importantes, voire excessives. On peut déconnecter, on peut déconnecter dans certains cas. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de montrer de la performance. Parce que les valos des boîtes ont quand même pas mal chuté. Il y a moins de licornes en France, par exemple. Et donc, c'est un peu difficile quand tu as des perfs qui sont moyennes d'aller relever des fonds. Donc, marché pas évident, mais en revanche, je pense une prime pour ceux qui sont capables pour peut-être plutôt les véhicules qui vont être les plus agiles, pas forcément les plus gros, mais qui sont capables de financer les premières étapes de boîtes. Okay. Et il y a quand même des boîtes sur lesquelles tu peux investir des tickets qui sont assez raisonnables et qui ont potentiellement plus besoin de lever et qui peuvent avoir plusieurs milliards. C'est quand même ça l'enseignement, quoi. Ouais. Donc il peut y avoir une thèse là-dessus. Ok. Bon, ce que tu dis, c'est que potentiellement en France, on peut se retrouver avec un gap de financement dans les 3 prochaines années ou 3 ou 5 prochaines années, quoi. Vu que les fonds actuels n'arrivent pas forcément à relever, il peut y avoir une petite crise du financement aussi en equity, quoi. Il peut y avoir une crise du financement, notamment pour les projets qui n'arrivent pas à se mettre en fait sur l'une de ces deux trajectoires. Oui, bien sûr. Ok, non, mais c'est hyper intéressant, quoi. Moi, j'avais une question pour Mathieu, plus sur les due deals chez Honest aujourd'hui. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que les critères d'évaluation en fait ont un peu bougé aussi par rapport à ce que on a pu voir il y a 5 ans? Comment tu vois le truc? Oui, c'est sûr qu'on a rajouté... l'analyse du processus de production tech était déjà un sujet qu'on regardait forcément, quoi. Mm-hmm. Maintenant, les critères changent un peu. À quel point les sociétés intègrent de l'IA dans leur process de production, à quel point elles sont matures. Ce qui est rigolo, c'est quand tu poses la question à n'importe quel CTO, globalement, il va te dire « Ouais, nous, on a mis de l'IA, on est mature. » C'est la réponse de base. Quand tu creuses un petit peu, en fait, ils mettent pas tous le même sens derrière le mot mature. Certains considèrent que continuer à utiliser Cursor, c'est être mature. D'autres sont déjà dans une optique de... En fait, on a des agents qui tournent online, H24. Nous, on produit plus du tout de code manuellement et on travaille que sur la structure globale. Donc, c'est là où la perception individuelle est assez large et où on évalue, on objective, ok, vous êtes mature, mais à quel niveau de maturité vous êtes et quelle est la complexité pour votre organisation de passer au niveau d'après. Et justement, revenir aussi aux fondamentaux. Est-ce que vous avez des fondations solides? Ou est-ce que si on met de l'IA dans votre organisation, ou si on augmente le poids de l'IA, ça va commencer à vibrer de partout et vous allez vous retrouver sous une montagne de problèmes? Ouais. Ok. Alors, il reste 9 minutes. C'est plutôt la dernière thématique qui était la thématique, tu vois, plutôt des accélérateurs. Aujourd'hui, alors, de nos discussions, on comprend que juste prendre un chèque n'a pas forcément d'intérêt, mais qu'un fonds ou qu'un accélérateur peut amener beaucoup plus de valeur par les boîtes qu'il a pu accompagner avant, par des partenaires un peu opérationnels qui peuvent amener beaucoup de valeur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Olivier, de ce genre de modèles qui ont quand même montré, typiquement Exa a montré quand même des résultats très très bons sur les 10 dernières années. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui va prendre de plus en plus de place sur le marché parce qu'ils amènent l'argent et, on va dire, l'expérience et le savoir-faire sur certains secteurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Tu penses que ça va faire... il va y avoir un Big Bang un peu sur le marché aussi, et avec plutôt des modèles comme celui-ci? Alors déjà, il y a plein de modèles d'opérateurs, je pense. Mm-hmm. Pas qu'un seul modèle. Si tu prends Exa, c'est un modèle en soi. D'ailleurs, il y a plein de sous-modèles chez... Enfin, ils font beaucoup de choses chez Exa, il y a beaucoup de sous-modèles chez eux. Mais si tu prends les grands modèles avec les operating teams qui ont été lancés par les plus gros fonds, bon, c'est des modèles qui ont 15 ans maintenant à peu près, qui ont montré clairement leur pertinence. Il y a des fonds avec des centaines de personnes pour aider les boîtes. Donc, elles ont clairement montré leur pertinence. C'est elles qui ont les meilleures performances. Enfin, maintenant, très clairement, moi, je me dis que il faut re-questionner ces modèles-là parce que t'as plus forcément, tu vas pas apporter la même chose au fondateur. Oui. C'est évident.
Donc, on parlait de l'humain, on parlait de l'accompagnement plutôt sur de go-to-market plutôt que sur le développement de produits. Mais il y a tout un tas de choses que font des structures qui accompagnent les sociétés qui vont maintenant être prises en charge par l'IA. Donc je pense qu'il faut vraiment re-questionner ces modèles-là qu'on a un peu vécu. Après, pour reprendre l'exemple d'Exa ou de YC, c'est ça qui est assez génial. C'est quand même des structures qui sont en challenge, en reconstruction permanente. Elles évoluent vachement vite. Et puis, il y a quand même un ADN entrepreneurial qui fait que et un ADN entrepreneurial qui font que ils vont s'adapter quand même au contexte. Et puis, ils ont une capacité à accompagner les sujets au démarrage. Et finalement, ça devient la clé. Parce que maintenant, il faut intervenir encore plus tôt en soutien des boîtes et avec le bon niveau d'accompagnement. Donc, voilà, ceux qui savent faire ça, c'est bien. Ensuite, moi, encore une fois, c'est plutôt le middle market que je vois pas trop, avec des sociétés qui vont accompagner sur la durée, mais des boîtes qui, ça se trouve, ont déjà décollé et qui n'ont plus besoin de financement, d'operating team pour les aider, quoi. Ouais, bien sûr. Non, je pense personnellement qu'il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer. Après, j'avais une question qui était plus liée à TechMind. Ouais. Pour avoir travaillé aussi en fonds de private equity, les promesses auprès des entrepreneurs de leur dire on va vous aider à mettre en relation avec des personnes, créer du business. La réalité, c'est que ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, avec l'IA, tous les gens que tu as pu rencontrer, toutes les boîtes que tu as pu accompagner, tu peux beaucoup plus optimiser ce réseau-là et amener, toi, par exemple, chez TechMind, beaucoup plus de choses aussi aux nouveaux entrants. Ouais, non, je pense qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on apporte de la valeur, très clairement. Déjà, on est présent. Parfois, les entrepreneurs, ils ont aussi besoin de nous parce que il y a des situations qui peuvent être un peu critiques et tu n'as pas forcément besoin de confier tout à une IA. Parfois, il y a des décisions difficiles à prendre. Et puis, là aussi, tu as besoin aussi de quelqu'un pour t'aider. Et puis, en effet, tu as le réseau. Et notamment, quand on connaît bien le secteur dans lequel on a investi, donner accès à un réseau, ouvrir les bonnes portes au bon moment pour les entrepreneurs, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de valeur, et ça, c'est compliqué à déléguer par une IA. Et ça, nous, notre force, chez TechMind, elle est un peu démultipliée grâce à notre réseau d'investisseurs. On a vraiment un super réseau d'investisseurs, beaucoup d'anciens entrepreneurs ou entrepreneurs encore actuels, et très hands-on, qui ont aussi accès au marché. Et c'est de ça dont on fait bénéficier les fondateurs. Donc ça reste le cas. Et après, pour élargir un peu le sujet, tous les réseaux type YC, Exa, etc., qui continuent à générer beaucoup de mise en relation, beaucoup de networking pour les entrepreneurs, je pense que ça reste hyper pertinent. Ah oui. Je pense qu'il va y avoir une barrière à l'entrée très forte finalement à la mise en relation pour avoir ses premiers clients ou passer à une autre étape dans ta croissance. Je pense qu'on en arrive là. Il reste 4 minutes. Moi, j'avais un peu la question piège. Les PME aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe un truc fantastique avec les PME, c'est qu'elles comprennent qu'elles peuvent créer de la croissance, faire de la croissance beaucoup plus facilement aujourd'hui avec l'IA, avec le build qui est en train de... le coût du build, en tout cas, est en train de vraiment se crasher. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un vrai sujet sur ces PME? On disait justement, ce sont des boîtes qui connaissent très bien leurs clients, qui connaissent très bien le métier, qui ont cette capacité à évoluer dans un marché qu'elles connaissent certaines depuis 20, 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment, une opportunité pour ces boîtes-là, justement, d'intégrer la tech très très vite et de pouvoir, finalement, devenir des espèces de boîtes PME/tech qui pourraient emporter, qui pourraient faire du business et faire de la croissance? C'est un peu le sujet qu'on avait évoqué avec Mathieu à un moment. On t'en avait pas parlé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité assez forte à ce niveau-là. Ouais, il faut qu'elle sache se réinventer. Ouais. Et puis, c'est un sujet de transformation. De transformation. C'est pas forcément le plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple de partir nativement. Et de créer son équipe. Tu es à 2 et 3 et tu crées ton produit. Et c'est quand même beaucoup plus simple que de transformer toute ton organisation. On n'a pas parlé des sujets RH, mais ça pose quand même de sacrés sujets, parce qu'il y a des profils
très clairement, il va falloir savoir ce qu'on en fait, quoi. Donc, oui, dans l'absolu, mais bon, ça va nécessiter un gros accompagnement quand même. La transfo pour toi est un frein quand même énorme. Oui. Énorme. Après, c'est toujours la question, retour sur investissement, finalement. Si la barrière à l'entrée, c'est effectivement d'avoir le réseau, la connaissance client, etc., et d'être intégré dans son écosystème, l'investissement de la transformation peut valoir le coup, et c'est peut-être... il y a toujours cet arbitrage de est-ce que c'est plus facile de construire une équipe de zéro qui crée un réseau, ou de prendre quelque chose d'existant et de le basculer, quoi. Mais tu vois, moi, je me dis que cette transformation, elle est beaucoup plus facile à absorber, même culturellement absorber pour une start-up. Parce que, de toute façon... Par nature, il change. Et voilà, exactement. Alors qu'une PME, qui a peut-être été sur son marché, qui a sa petite croissance, etc., bon, ça peut être un peu plus brutal, quoi. Ouais, non, mais c'est évident. Après, on le voit, moi, je le voyais beaucoup, c'est avec ce mouvement aujourd'hui de reprise. Donc, tu as des gens qui ont plus entre 35 et 50 ans qui sont en train de reprendre des boîtes et qui ont cette sensibilité tech et cette capacité tech qui va leur permettre vraiment de changer les boîtes. Mais effectivement, le changement est forcément un frein. Mais je pense que certaines sont capables de tirer l'épingle du jeu et aller faire aller potentiellement concurrencer certaines boîtes. Voilà, je pense que les deux côtés sont à étudier aujourd'hui. Il est 13h. Merci tous les deux, merci d'avoir pris une heure pour discuter de tous ces sujets. C'était très très intéressant. Merci Olivier, merci Mathieu, et puis à la prochaine. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.